Bon, deuxième sujet de la soirée, qui est une situation rare, mais comme je l'ai dit en introduction, très intéressante à la fois sur le plan de la physiopathologie et surtout sur la démonstration que la recherche, aidée par l'industrie pharmaceutique, peut modifier le cours évolutif d'une maladie gravissime au départ. Alors, vous voyez, pardon. Le sujet s'appelle hypertension pulmonaire et non pas hypertension artérielle pulmonaire. On va le voir pourquoi. Alors ici, de façon schématique, la circulation au niveau pulmonaire. Vous avez ici le système veineux pulmonaire qui va retourner donc le sang au niveau de l'oreillette gauche. Ici, les capillaires pulmonaires. Et là, le système artériel pulmonaire qui part donc du ventricule droit. L'hypertension pulmonaire va donc considérer une augmentation de la pression dans ce système artério-capillaro-veineux, et on va en distinguer différentes formes d'hypertension pulmonaire. L'hypertension artérielle pulmonaire va donc considérer une élévation des pressions qui va se produire dans la petite circulation, et l'hypertension on va l'appeler précapillaire, puisqu'elle va se développer en amont des capillaires pulmonaires, par rapport à l'hypertension post-capillaire qui va se développer en aval. Tous n'ont pas le même mécanisme, il y a même des mécanismes différents, des étiologies et des fréquences différentes. Si on considère maintenant l'hypertension essentiellement artérielle pulmonaire, voilà schématiquement donc une artère pulmonaire. Dans l'hypertension va résulter donc d'une augmentation des résistances, de la résistance au passage du sang, et les mécanismes de cette hypertension vont faire intervenir des mécanismes inflammatoires, des mécanismes de vasoconstriction de l'artère pulmonaire, des mécanismes de prolifération cellulaire. Et ça va se reprocher un petit peu de l'exposé d'Olivier Castelnau, avec un état qui va se rapprocher à un comportement voire cancéreux des cellules, soit musculaires, soit des cellules endothéliales, notamment au sein de lésions particulières qui s'appellent des lésions plexiformes, qui vont se développer au niveau de l'artère pulmonaire, c'est-à-dire le développement d'une néovascularisation et de vaisseaux tout à fait anarchiques. Si on regarde en coupe anatomopathologique ces lésions plexiformes, un petit peu anarchiques, et qu'on fait des colorations spéciales, on se rend compte que ces tissus expriment différents marqueurs qu'on retrouve dans les lésions malignes, et notamment quelque chose que les pneumo-oncologues, et Olivier ne me contredira pas, des récepteurs pour le GFR. Il y a donc une similitude dans les mécanismes entre l'hypertension artérielle pulmonaire et les mécanismes de la cancérogénèse. L'hypertension pulmonaire a une définition hémodynamique, il faut aller mesurer les pressions, c'est un peu la grande difficulté de ce problème. Il faut aller mesurer les pressions, et mesurer les pressions, qui dit mesurer les pressions, il faut monter un cathéter dans les artères pulmonaires pour mesurer les pressions. Et donc on définit une hypertension pulmonaire quand la pression artérielle pulmonaire moyenne est supérieure à 25 mm de mercure au cours d'un cathétérisme cardiaque 3. Vous voyez tout de suite la difficulté de faire le diagnostic de cette maladie, parce qu'il faut établir par des méthodes sanglantes. Alors là, on différencie, donc, comme je vous l'ai dit en introduction, l'hypertension précapillaire, où la pression artérielle pulmonaire est supérieure à 25%, mais une valeur qu'on appelle la PAPO, qui est le reflet des pressions dans le système veineux et dans les cavités gauches, inférieure à 15 mm de mercure, ceci étant associé avec une augmentation des résistances pulmonaires à plus de 3 unités. Au contraire, l'hypertension post-capillaire se définit avec une augmentation de la pression artérielle à plus de 25 et une PAPO à plus de 15 mm de mercure.
Mais chez ces patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire, il peut s'y associer également un phénomène également précapillaire qu'on appelle associé, disproportionné ou combiné. La différence des deux se fait également avec des données, notamment on mesure le gradient de pression diastolique, qui est la différence entre la pression artérielle diastolique et la PAPO, soit qu'il est inférieur à 7 ou soit qu'il est supérieur à 7. Il y a toute une classification, je vais vous en faire grâce, on va s'intéresser essentiellement à l'hypertension artérielle pulmonaire, on va parler de l'hypertension des cœurs gauches et également un petit peu de l'hypertension pulmonaire associée aux manifestations thromboemboliques, à l'hypertension post-embolique, parce que c'est une forme d'hypertension artérielle que l'on peut traiter et guérir, notamment par des techniques chirurgicales. Bien entendu, une fois qu'on a fait le diagnostic d'hypertension pulmonaire, il faut essayer d'en trouver le mécanisme. Les causes les plus fréquentes, ce sont les hypertensions artérielles liées à l'atteinte du cœur gauche et bien évidemment l'hypertension artérielle associée aux maladies respiratoires chroniques que vous connaissez tous, la BPCO, les pneumopathies interstitielles, l'apnée du sommeil, etc. Mais il faut signaler que dans ces cas-là, l'hypertension pulmonaire est en général modérée, et notamment avec les traitements modernes, on peut agir sur le cours évolutif de la maladie, et l'hypertension artérielle n'est pas aussi importante que l'on peut rencontrer dans d'autres situations. Voilà un petit peu les différentes étiologies des hypertensions artérielles qu'on appelait auparavant primitives. L'hypertension idiopathique, il y a une forme qui représente quand même la grande majorité des cas, presque 40%. Il y a une forme qu'on appelle héritable, avant familiale, qui est associée notamment à des mutations, des formes associées à une connectivite. La principale connectivite qui donne de l'hypertension artérielle, c'est la sclérodermie. Et dans cette maladie, on surveille les malades, on la dépiste même, cette maladie. L'hypertension associée à une cardiopathie congénitale, ça on ne va pas trop en parler. L'hypertension associée à une hypertension portale, c'est beaucoup plus fréquent, ce sont des malades qui ont une cirrhose. Cette année, j'ai eu 2 cas, c'était essentiellement des hypertensions portales. L'hypertension pulmonaire a été connue à la suite de la prise d'anorexigène, de dérivés amphétaminiques, au cours des années 70-80, dans un but amaigrissant. Il y avait eu une épidémie, notamment chez des femmes jeunes. C'est une maladie gravissime qui conduisait ces jeunes femmes à la greffe pulmonaire en quelques mois. Enfin, l'hypertension artérielle associée à une infection par le VIH, c'est une situation assez quand même exceptionnelle. Donc, les plus fréquentes, ce sont les maladies du cœur gauche, les maladies respiratoires chroniques. Il faut ne pas méconnaître les hypertensions post-emboliques. Ce sont des gens qui font des embolies répétées, parfois à bas bruit, parfois qui passent inaperçues, parfois dans le cadre d'une maladie, d'une thrombophilie, d'un déficit en protéinèse par exemple. Elles sont importantes à identifier parce qu'elles peuvent bénéficier d'un traitement chirurgical qui peuvent guérir voire, et transformer les malades. Les hypertensions artérielles du groupe 1, qui posent, elles, le plus de problèmes et qui ont bénéficié essentiellement de ces dernières thérapeutiques. La clinique, vous voyez, c'est une maladie rare. Il y a 6 cas pour 1 million d'habitants, 15 pour les formes associées. La survie médiane, auparavant les traitements modernes, elle était de 2,8 ans. Et maintenant, vous voyez qu'il y a quand même des survies non négligeables, 58% à 3 ans sous traitement. L'élément diagnostique essentiel, c'est la dyspnée. Alors, vous voyez, c'est un symptôme d'une banalité affligeante. C'est des dyspnées le plus souvent isolées. C'est des dyspnées qu'il ne faut pas négliger, notamment chez la femme jeune ou chez le sujet jeune. Il ne faut pas dire, on a fait toute une série d'examens, les épreuves fonctionnelles respiratoires basiques sont normales, l'examen clinique est normal, le cardiologue trouve peu de choses.
Il ne faut pas simplement se contenter de dire oh, ben, c'est une hystérie, revenez me voir l'année prochaine. C'est peut-être un élément, c'est peut-être une hypertension débutante. Il faut bien regarder dans ces cas-là les antécédents, la prise de médicaments amaigrissants, une sclérodermie associée, etc., des facteurs favorisants, et bien sensibiliser le cardiologue sur l'échographie cardiaque. Souvent, les cardiologues sont très polarisés sur le cœur gauche, la fraction d'éjection systolique, mais les éléments du cœur droit sont peut-être d'abord plus difficiles à apprécier et moins connus. On l'apprécie suivant les 4 classes de la NYHA. Il peut y avoir des syncopes, des douleurs thoraciques, des lipothymies, des hémoptysies, mais ça, c'est des fois c'est dans les situations les plus évoluées. La majorité des patients, malheureusement, sont diagnostiqués encore au stade 2-3 de la NYHA, et ce qui est quand même dommage, parce que le traitement, bien évidemment, dépend de la précocité du diagnostic. Les signes d'IVD sont plus tardifs, et maintenant, c'est une maladie que l'on dépiste dans des situations à risque particulier, notamment la sclérodermie. L'échographie, c'est l'élément fondamental. Il faut sensibiliser le cardiologue à l'étude du cœur droit. On peut mesurer on mesure avec l'échographie cardiaque la pression artérielle systémique quand le cardiologue peut objectiver une fuite de la valve tricuspide. S'il n'y a pas de fuite de la valve tricuspide, il ne peut pas mesurer la pression artérielle systolique, suivant cette formule. Mais plutôt que de mesurer la PAP systolique, le cardiologue, maintenant, on va lui demander de mesurer la vitesse maximale qui est représentée ici, si c'est le flux régurgitant tricuspidienne. Et donc, il y a toute une ABAC en fonction de la vitesse maximale du flux régurgitant de la valve tricuspide, associée à l'existence d'autres signes d'HTAP, notamment la dilatation du ventricule droit, l'existence d'un mouvement paradoxal du septum, du déplacement systolique de l'anotricuspide, et bien entendu la dilatation aussi de l'oreillette droite. Sur le plan pneumologique, bien évidemment, il faut apprécier, d'une part, éliminer les maladies respiratoires chroniques, et puis avoir des signes en faveur de l'hypertension artérielle pulmonaire, la mesure de la fonction respiratoire, bien évidemment, mais j'insiste aussi avec la mesure du transfert du CO qui peut être altéré dans les formes, qui peut être un signe précoce d'une atteinte vasculaire. Le test de marche de 6 minutes, c'est un test particulier que peut-être tout le monde ne connaît pas, qui consiste à faire parcourir au patient la distance maximale en 6 minutes en surveillant sa désaturation. Étant donné qu'il y a un trouble du transfert, ce sont des malades qui vont avoir une désaturation lors du test de 6 minutes. Il faut enregistrer le sommeil de ces patients parce que c'est des patients qui peuvent en plus désaturer la nuit, donc par le phénomène d'hypoxémie nocturne aggraver une hypertension artérielle. La scintigraphie ventilation-perfusion va permettre de mettre en évidence d'éventuelles thrombie, d'une éventuelle maladie thromboembolie. Et dans les cas plus difficiles, on peut avoir recours à l'épreuve d'effort cardio-respiratoire pour apprécier la part cardiologique ou respiratoire de la dyspnée. Les données de l'imagerie sont assez intéressantes. Ici, c'est un cas caricatural. Vous voyez, sur une simple radiographie pulmonaire, nette augmentation de taille de l'artère pulmonaire droite, qu'on retrouve ici sur les coupes scanner. Il peut y avoir des images, ici on ne voit pas très bien, d'aspect en mosaïque du parenchyme pulmonaire. On peut mesurer également sur le scanner les diamètres de l'artère pulmonaire en faisant le rapport du diamètre de l'artère pulmonaire sur le diamètre de l'aorte. Vous voyez qu'ici, le diamètre de l'artère pulmonaire est supérieur au diamètre de l'aorte. Le ventricule droit ici a une taille plus importante que le ventricule gauche avec un refoulement du septum. L'IRM cardiaque est particulièrement intéressante dans cette situation. Elle permet de bien objectiver la taille, vous voyez, du ventricule droit qui est supérieure au ventricule gauche. L'IRM permet de mesurer également des données fonctionnelles, calculer des fractions d'éjection ventriculaire droite. Ici, vous voyez le déplacement du septum qui est refoulé par un ventricule droit dilaté. Et d'apprécier également ici, vous voyez, la distensibilité de l'artère pulmonaire. Vous voyez qu'ici,
Chez un patient normal, on a des variations de calibre de l'artère pulmonaire, alors que dans des situations d'artère pulmonaire, de situations d'hypertension pulmonaire, l'artère pulmonaire ne varie quasiment pas de taille en fonction du cycle cardiaque. Je vous ai dit en introduction que c'est un diagnostic fait par un cathétérisme cardiaque, c'est une sonde de cathétérisme qu'on introduit à travers le système veineux dans les cavités cardiaques, et on va pousser le cathéter jusqu'à l'extrémité. Au fur et à mesure, on mesure les pressions dans les différentes cavités cardiaques, dans le tronc de l'artère pulmonaire, et on le pousse, et ce cathéter a un petit ballonnet à l'extrémité qu'on va gonfler pour isoler un secteur de capillaire pulmonaire, et dans ce secteur, les pressions vont être égalisées, donc la pression ici va être égale ici à la pression veineuse, et refléter les pressions dans les cavités gauches. Et ici, ce qu'on appelle la pression pulmonaire bloquée, la PAPO, c'est le reflet de la pression télédiastolique du ventricule gauche et le reflet du fonctionnement cardiaque gauche. Vous voyez ici sur un autre schéma, donc on introduit les sondes par le système veineux, elle a un petit ballonnet, elle se laisse porter par le courant, on mesure la pression dans l'oreillette droite, la pression dans le ventricule droit, la pression dans l'artère pulmonaire, et quand on gonfle le ballonnet, ici on a la pression pulmonaire occluse ou la PAPO. Je vais quelques diapos sur les différentes étiologies. Les médicaments, donc là vous reconnaissez tous les médicaments, les fameux coupe-faim. Je voudrais insister ici sur le dasatinib, c'est un médicament aussi, c'est une biothérapie qui est utilisée pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique, qui est une cause maintenant d'hypertension pulmonaire. La cocaïne, l'interféron alpha-bêta. Ici, c'est une tisane dont j'ai oublié le nom. Ça va me revenir. Les agents alkylants, notamment l'endoxan. L'hypertension artérielle post-embolique, je vous ai dit, c'est des patients qui développent une augmentation de pression dans l'artère pulmonaire due à l'existence d'embolies répétées, et donc dont le traitement maintenant peut se faire par voie chirurgicale, et les équipes françaises sont leaders dans ce domaine, notamment à Marie-Lannelongue à Paris. Ça consiste à aller faire une endartériectomie des artères pulmonaires sous circulation extracorporelle, et vous voyez ce que le chirurgien retire des artères pulmonaires, c'est un mélange de caillots et de fibrines. C'est un traitement qui a révolutionné l'évolution de cette maladie, qui permet de guérir, carrément de guérir le patient. Bien entendu, c'est des interventions à haut risque, chez des équipes entraînées, chez des malades sélectionnés, mais les résultats sont vraiment spectaculaires. Voilà ce qu'on peut retirer également chez des patients qui ont des vieux caillots organisés au sein des artères pulmonaires. Une nouvelle technique s'est développée récemment pour les patients qui ne peuvent pas bénéficier d'une chirurgie traditionnelle, qui est l'angioplastie des artères pulmonaires. De même que les cardiologues interventionnels font des angioplasties des artères coronaires, il y a une équipe japonaise et 2 équipes françaises, une à Paris et une à Grenoble, qui vont, vous voyez, opacifier les artères pulmonaires et qui vont les déboucher à l'aide de différentes sondes. Vous voyez ça, l'artère pulmonaire ici qui est interrompue avec un mince filet. Voilà le résultat après angiographie. Ici de même. C'est des procédures qui sont longues. Chaque séance dure 3 ou 4 heures. Le patient reçoit beaucoup d'iode et il faut 4 à 5 séances. Mais les résultats sont également surprenants. Alors, chez les malades cardiologiques, la situation est un petit peu plus difficile parce que, bon, il y a schématiquement 3 situations. Il y a des patients d'insuffisance cardiaque qui vont augmenter leur pression dans l'oreillette gauche et ça va retentir de façon passive sur la pression dans l'artère pulmonaire. Et donc, ils vont avoir une hypertension artérielle pulmonaire classique liée à leur maladie du cœur gauche. C'est des patients donc, qui vont avoir une pression capillaire pulmonaire, une PAPO à plus de 15 mm de mercure, et ici une pression artérielle moyenne à plus de 25,
Et puis, si on mesure le gradient de pression dans le système capillaire pulmonaire, il reste inférieur à 12 mm de mercure. Il y a des patients qui vont de même avoir une augmentation de pression dans l'oreillette gauche, mais qui vont développer en plus une artériopathie des artères pulmonaires, et ils vont avoir une hypertension pulmonaire qu'on qualifie de réactive. Et là, si on mesure ce gradient, il est supérieur à 12 mm de mercure. C'est ce qu'on appelle les patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire fixée. C'est-à-dire que, par exemple, le patient là, s'il a une valvulopathie, un rétrécissement aortique ou un rétrécissement mitral, le fait de corriger la valvulopathie, ça ne va pas améliorer le patient, il va rester avec une hypertension pulmonaire et évoluer vers l'insuffisance cardiaque droite. Et il y a des patients qui vont développer une hypertension artérielle pulmonaire de mécanisme indéterminé, qu'on appelle une hypertension artérielle out of proportion, avec un gradient transpulmonaire entre 12 et 15, avec une hypertension bloquée qui est élevée, mais qui reste inférieure à 25 mm de mercure, avec une augmentation de gradient. C'est des malades dont le mécanisme est incertain, qui vont développer des réactions inflammatoires dont on ne connaît pas bien l'étiologie. Et souvent, c'est des situations difficiles pour le pneumologue parce qu'on ne trouve pas de pathologie pulmonaire. Le cardiologue ne dit c'est pas le cœur, le pneumologue ne dit c'est pas le poumon, et puis en général, le patient reste chez le pneumologue pour essayer de le soulager. Alors, sur le plan thérapeutique, il y a globalement 3 voies métaboliques qui régissent le tonus et la prolifération cellulaire dans les artères pulmonaires. La voie de l'endothéline, la voie du monoxyde d'azote et la voie de la prostacycline. Initialement, les premiers médicaments développés ont été l'analogue de la prostacycline, notamment l'époprosténol, qui est le Flolan. C'est des médicaments qui ont été très efficaces, qui ont bouleversé le traitement, mais dont l'inconvénient est de s'administrer par voie intraveineuse. C'est des patients qui nécessitent un cathéter, un petit boîtier, avec les risques d'infection, une qualité de vie qui n'est pas extraordinaire. Les grands progrès ont été faits par les traitements par voie orale, notamment les inhibiteurs de l'endothéline. L'endothéline, c'est le plus puissant vasoconstricteur que l'on connaisse. Il y a 2 types de récepteurs. Le premier médicament donc, a été le Traclyr. Le deuxième, le Macitentan, qui est un super Traclyr avec une meilleure pénétration antitissulaire. La stratégie donc, actuelle, je vais vous en parler après, est de commencer par les médicaments chez les patients modérés de ce type-là, mais d'emblée, comme ces médicaments agissent sur des voies différentes, de les associer. Chez ces patients, la grossesse est contre-indiquée. Au cours de la grossesse, il y a une augmentation du débit cardiaque, une augmentation de la volémie, on peut aggraver les malades. Les activités sportives, auparavant, elles étaient contre-indiquées. Maintenant, on conseille aux malades de faire de la réhabilitation, mais encadrée, sous surveillance. Il faut vacciner les malades, les mettre sous oxygène, le traitement habituel, oxygène diurétique anticoagulant. Chez les malades graves, on peut être amené à faire des atrioseptostomies, c'est-à-dire perforer le septum interauriculaire pour décharger le cœur droit. On va aggraver l'hypoxémie, mais on va faire baisser la pression pulmonaire. Ce sont des patients où la greffe pulmonaire peut être envisagée assez fréquemment, assez tôt, notamment dans l'évolution de la maladie. Et un peu le résumé des voies thérapeutiques, les prostacyclines qui peuvent être prises par voie inhalée, par voie intraveineuse avec des cathéters intraveineux ou des cathéters sous-cutanés, et le développement également maintenant de prostacycline par voie orale avec le Béraprost, le Treprostinil et surtout le Selexipag, qui est lui qui inhibe, donc qui est un agoniste partiel des récepteurs à la prostacycline. Voilà le schéma diagnostique. Une fois que l'hypertension artérielle pulmonaire est confirmée, on effectue un test de vasoréactivité.
à l'aide du monoxyde d'azote. Il y a à peu près 10% des patients qui vont nettement baisser ou améliorer ou normaliser leur pression artère pulmonaire sous traitement anticalcique. Donc pour cela, on continue les traitements anticalciques. Pour les autres, c'est une affaire de prise en charge en centre de référence, avec chez les malades les plus graves des monothérapies ou des traitements associés oraux, et chez les malades les plus graves, des associations comprenant la prostacycline, et en cas d'évolution défavorable, poser la question de la transplantation pulmonaire. Voilà un petit peu les survies qu'on obtient. Oui, ça reste quand même une maladie grave. Hein. C'est des courbes de survie qui font penser à des courbes de survie de malades cancéreux. Vous voyez, l'hypertension artérielle pulmonaire associée au HIV, le pronostic à 3 ans, il y a plus de 20% de malades vivants. L'hypertension artérielle pulmonaire le pronostic est un peu meilleur. Il y a 70% des malades en survie à 3 mois grâce à ces nouveaux traitements. Ça, c'est l'hypertension pulmonaire des cardiopathies congénitales. Voilà, j'en ai quasiment terminé. Ce sont des situations quand même rares, sauf les types 2 et type 3, c'est-à-dire les cardiopathies gauche et les maladies respiratoires. Il faut bien analyser la dyspnée, dyspnée isolée, le bilan cardiaque très souvent normal, le bilan respiratoire également. Il ne faut pas céder à la tentation, notamment chez des sujets jeunes, chez des sujets à risque, de dire « c'est rien, revenez me voir l'année prochaine ». Ça nécessite une collaboration, bien évidemment, cardio-pneumologique. Les pneumologues doivent y penser, les cardiologues doivent s'intéresser au cœur droit. Et puis, on a le droit d'être plus optimiste pour cette maladie grâce à ces nouvelles thérapeutiques, notamment les traitements par voie orale qui sont efficaces et qui améliorent la qualité de vie des patients. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'hypertension pulmonaire.